Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises, quoi qu'il en coûte. Je veux que les choses soient très claires entre nous. Le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Qu'est-ce que je vais devenir? Attention, attention, il y a de l'opération coup de poing dans l'air là. La crise sanitaire que nous traversons est une forme de parenthèse. Et lorsqu'elle se refermera, la parenthèse du quoi qu'il en coûte se refermera aussi. Allez, on ferme la boutique. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Jean Castex a fait des annonces pour venir en aide aux entreprises avec un plan baptisé plan de résilience. Alors, aide multiple aux agriculteurs, aux entreprises, report de charges fiscales et sociales. Le prêt garanti par l'État va passer de 25 à 35% du chiffre d'affaires. Aide pour l'alimentation animale et à compte de 25% du remboursement de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques sur le gazole non routier pour les agriculteurs, moins 35 centimes pour le litre de gasoil pour les pêcheurs, CPE, remboursé plus vite pour les transporteurs, et aide aux entreprises dont le gaz et l'électricité, dont la charge représente au moins 3% du chiffre d'affaires. D'où notre grand débat, plan de résidence pour les entreprises. A-t-on les moyens de continuer le quoi qu'il en coûte? Et vous êtes 93,7% à dire non. Avec nous, Agnès Verdier-Bonidier, directrice de l'IFRAP et auteure de La France peut-elle tenir encore longtemps? Publié chez Albin Michel. Bonsoir Agnès Verdier-Molinier. Bonsoir à tous. Ce n'est pas du quoi qu'il en coûte, d'après Jean Castex, mais ça y ressemble beaucoup. C'est du quoi qu'il en coûte Canada Dry? Écoutez, ils nous disent que c'est une politique ciblée, que c'est pas comme le quoi qu'il en coûte, tous azimuts. On se souvient qu'en 2020, on était vraiment sur des mesures très 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 larges et très 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 chères et qu'on a dépensé 140 et quelques milliards en 2021 pour l'ensemble des mesures. Là, clairement, on est autour de 26 milliards, nous dit Bruno Le Maire. Alors bien sûr, ça reprend des choses qui ont déjà été annoncées, hein, le gel du prix du gaz, le plafonnement des tarifs de l'électricité, l'indemnité inflation, le chèque énergie, et puis les fameux 15 centimes supplémentaires, et puis tout ce que vous avez cité tout à l'heure qui rentre pas forcément dans des dépenses budgétaires, hein, parce que quand on change le plafond du chiffre d'affaires là pour le prêt garanti par l'État, eh bien ça rentre pas dans la dépense budgétaire. Donc si on ajoute ces 26 milliards à ce qui est annoncé sur le point d'indice, on ne sait pas si c'est un point d'indice de plus, mais un point d'indice de plus, hein, c'est 2 milliards par an. Si c'est 1,5, c'est 3 milliards par an. Donc clairement, si on additionne à ça toutes les mesures sécurité qui ont été annoncées, qui ne sont pas encore votées, on ne sait pas quand elles seront votées et vraisemblablement, si jamais Emmanuel Macron était réélu, ce serait peut-être à l'été. On est sur des montants qui sont autour de plus de 40 milliards d'euros, hein, entre 40 et 45. Donc ça reste des montants très 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 importants, hein. On rappelle quand même que le déficit de la France, public de la France pour 2022 est anticipé pour l'instant autour de 5 points de PIB à peu près, de l'ordre de 150 milliards d'euros. Donc c'est vrai que on est dans des niveaux qui restent très 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 importants et qui sont, même si on nous dit que c'est ciblé, on a quand même l'impression qu'on continue quoi qu'il en coûte. Philippe Bilger. Agnès, une fois qu'on peut s'étonner de ce mélange de psychologie et de finance, résilience n'est pas un terme en général qu'on applique à la chose économique. Au fond, il y a une double question. Est-ce qu'à votre avis, ce plan est nécessaire et est-ce qu'il est cohérent ? Écoutez, c'est la bonne question. Si on nous avait demandé, nous, à la Fondation IFRAP, ce qu'on aurait fait, on aurait plus actionné les baisses d'impôts. Je m'explique. On est le pays qui taxe le plus et en réalité, toute cette inflation va générer beaucoup de recettes pour l'État en général et pour l'ensemble des prélèvements obligatoires. Rien que sur la TVA, hein, par exemple, l'augmentation de recettes de TVA entre 2019 et 2022, c'est plus de 20 milliards d'euros de TVA supplémentaires collectés. Alors, c'est pas que sur l'histoire de l'inflation des prix de l'énergie, mais bon, on voit bien que cette situation, on aura une croissance qui sera pas aussi énorme que prévu et on aura une inflation quand même très élevée. Ça va remplir les caisses publiques de manière très importante et je crois que ce serait plus juste
de baisser les impôts, notamment par exemple de supprimer les taxes qui pèsent sur l'énergie, sur l'électricité, sur les carburants. Là, on a calculé la Fondation IFRAP qu'en régime de croisière, on est autour de 11 milliards d'euros par an de TVA sur ces taxes, la TICPE, la TICGN, etc., qui sont taxés à la TVA. Ça permettrait tout de suite de rendre finalement des impôts qui sont payés à la fois aux Français et aux entreprises françaises. Et puis, on pourrait aller plus loin dans la réflexion, on pourrait baisser plus de taxes derrière pour faire en sorte de neutraliser en fait l'effet de cette inflation sur les recettes publiques. Mais c'est pas ce que veut faire le gouvernement, parce qu'en fait il veut se garder des marges de manœuvre et conserver plus de recettes par rapport à ce qu'il va annoncer comme plan supplémentaire. Et ça, c'est vrai que c'est un peu gênant, parce que finalement, malgré les promesses gouvernementales de baisse des impôts, on ne trouve pas une véritable baisse du taux de prélèvement obligatoire par rapport à la richesse nationale pendant ce quinquennat, puisque nous, quand on refait les calculs à la Fondation IFRAP, on est passé de 45,1% de taux de prélèvement obligatoire à 44,9%, c'est-à-dire 0,2 points de moins, c'est-à-dire 5 milliards de moins. Et je pense qu'avec l'inflation qu'on a maintenant, et en réalité, ce taux de prélèvement obligatoire, il va monter mécaniquement, il va encore moins baisser que ce qui était envisagé. Luc Éric-Krief, d'autres entrepreneurs. Oui, Agnès, moi j'entends beaucoup ce que vous dites et j'apprécie énormément la pertinence de votre propos. Vous êtes souvent classé d'ultra-libéral et pourtant je vous rejoins à 100% sur ce que vous dites. Moi j'ai juste une petite question. Est-ce que vous avez entendu dire comme quoi Macron en tant que président de l'Europe aujourd'hui, avec Ursula von der Leyen, ils envisageaient de faire un grand prêt européen qui permettrait effectivement de combler les déficits de différents pays liés à la crise du Covid, liés à la crise de l'énergie, etc. Donc est-ce que quelque part il n'y aurait pas une fuite en avant au niveau de Macron et effectivement du gouvernement, et que ce rasé gratis que l'on voit aujourd'hui, il ne serait pas assis sur une grande perspective de prêt au niveau européen de plusieurs dizaines de milliards d'euros? Écoutez, il y a beaucoup de bruit qui circule en ce moment. Effectivement, il y a 400 milliards qui ont été évoqués. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Franchement, j'ai pas plus d'infos que vous là-dessus. Il faut savoir qu'on a déjà eu cet emprunt au niveau de la Commission autour de 700 milliards d'euros, et qu'en fait 200 milliards n'ont pas été utilisés. Donc je crois que les partenaires européens de la France disent à la France bon, on va y aller mollo, on va pas non plus rajouter des milliards aux milliards, alors qu'il y a toute une partie en fait qui n'a pas été utilisée dans le précédent emprunt au niveau européen. Par ailleurs, il faut toujours dire à nos compatriotes que ces emprunts-là, ils ne sont pas neutres pour la France. C'est-à-dire que sur les 700 milliards, par exemple, la France en a récupéré potentiellement, et pas encore totalement, environ 39 milliards, et qu'elle est caution pour à peu près 67 milliards. Donc, en réalité, ça rajoute de l'endettement à notre pays d'une certaine manière. Alors, même si c'est pas compté dans la dette au sens de Maastricht, eh ben, ça rajoute de la dette pour la France. Et si on réemprunte encore et encore, eh ben, c'est toujours la même chose. À la fin, il y a un payeur. Le payeur, c'est forcément celui qui paye des impôts en France, qu'il soit entrepreneur ou qu'il soit indépendant ou qu'il soit ménage français. Donc je crois que cette fuite en avant, c'est effectivement cette impression qu'il y a un puits sans fond au niveau européen qu'on pourra toujours solliciter. Je crois que c'est pas hyper sain, sachant qu'on est le pays qui a une situation finalement la plus grave aujourd'hui en Europe, parce que à la fois on a des niveaux d'endettement absolument gigantesques, on a des besoins de financement de la France qui dépassent les 300 milliards d'euros, parce qu'il y a de la dette ancienne qui arrive à échéance. Donc tous les ans, ça fait des montants très très importants à financer, et que les taux sont en train de remonter, donc ça risque de faire mal. Et qu'en plus, on a une balance commerciale qui est catastrophique. Il ne faut pas oublier que, par exemple, que les Italiens, qui sont plus endettés que nous, ils ont une balance commerciale qui est pas du tout la même qui est excédentaire, alors que nous, on est déficitaire de 84 milliards. Eux, ils sont excédentaires de 50, une cinquantaine de milliards. C'est beaucoup, c'est voilà, très bien. À un moment, on sera jugé sur les fondamentaux de notre pays. Agnès, j'ai une question simple. C'est vrai que j'entends tout ce que vous dites et ça tient tout à fait debout. La question est que quand il y a une hémorragie, voilà, on met un garrot tout de suite. Voilà, il y a un problème majeur de pouvoir d'achat, en plus de ça, qui percute avec un problème électoral. Donc les deux choses, évidemment, se conjuguent parfaitement ou sinistrement, comme vous le voulez. Donc le fait d'aider, ça me paraît
évident. Plus largement, j'ai été frappé, je regardais la situation en Espagne où il y a des usines qui ferment parce que d'abord l'inflation est à quasiment 7% en Espagne aujourd'hui. Il y a des usines qui ferment parce que l'énergie est trop chère. Ils n'arrivent plus à faire tourner les machines. Moi, je vous demande votre point de vue de prévisionniste. Est-ce que vous pensez qu'une telle situation aujourd'hui peut se produire en France ou bien est-ce qu'elle ne peut pas se produire à cause de ce type d'amortisseur justement ? Écoutez, en réalité, François, je pense que le niveau d'inflation de la France est largement sous-évalué aujourd'hui. Oui. Ça c'est déjà, au moins c'est bien. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Parce que, en réalité, quand vous faites les calculs au niveau de l'INSEE, c'est pas nous qui faisons ces calculs-là, mais quand vous avez des tarifs réglementés, donc chaque fois que, par exemple, l'État va plafonner les tarifs de l'électricité ou geler les prix du gaz, d'accord ? En réalité, il stoppe la sensation d'inflation dans les calculs de l'INSEE. Mais c'est artificiel en fait. C'est pas pris en compte, mais à un moment il faudra payer parce que voilà. Donc il y a tout ce blocage des prix qui est fait actuellement jusqu'à l'élection et puis peut-être un peu après. On a compris par le Premier ministre tout à l'heure que ça allait encore durer peut-être 4 mois. Oui, le temps des législatives en fait, on est bien d'accord. Voilà, exactement. Mais derrière, on va se reprendre une sorte d'effet boomerang et tous ceux avec qui j'échange en ce moment, qui sont les meilleurs experts du sujet, me disent qu'ils s'attendent à un pic d'inflation en France un mois ou un autre, alors on ne sait pas exactement quand, mais autour de 7% aussi. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des entreprises qui ferment à cause de la facture énergétique, selon vous ? Vous savez qu'il y a déjà des entreprises qui ont arrêté la prod, par exemple Jacob Delafont dans le Jura, qui ne peut pas produire à cause du coût d'énergie. Donc là, la question, François, c'est aussi une question, bien sûr, c'est peut-être un peu tard pour le dire, mais nous, on l'a dit depuis des années, vous pouvez reprendre tous les travaux de la Fondation sur le sujet, on a dit depuis des années qu'il fallait qu'on reste souverain sur la production d'énergie, d'électricité, qu'il fallait continuer à investir dans le nucléaire, qu'il fallait pas fermer Fessenheim, qu'il fallait caréner nos anciennes centrales, qu'il fallait les pousser jusqu'à 80 ans comme aux États-Unis. On n'a pas été écoutés sur ce sujet, on a donné des chiffrages, on a montré à quel point les nouvelles normes, les nouveaux choix sur la loi climat, les choix qui ont été faits par les différents gouvernements nous emmenaient dans le mur au niveau énergétique. Mais là encore, à chaque fois qu'on a fait des demandes que les études d'impact soient meilleures au niveau des lois, etc., on n'a pas tellement été écoutés. Donc maintenant, on va se retrouver dans une impasse, alors que depuis De Gaulle, on avait quand même eu cette logique intelligente d'être souverain sur ses productions et d'avoir des capacités qui permettaient de produire de l'électricité moins chère qu'ailleurs. Et malheureusement, vous voyez bien la situation actuelle, on s'est mis dans un piège nous-mêmes par idéologie. Voilà. Donc si on veut produire en France, si on veut être souverain, si on veut éviter ce piège de l'inflation, je pense qu'il va falloir réagir extrêmement vite. Merci beaucoup. Vous devez nous laisser, Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, auteur de La France peut-elle tenir encore longtemps, publié chez Albin Michel. On se retrouve tout de suite parce que ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degouet et Luc-Éric Krief. On part au 0826 300 300, direction La Courneuve. Bonsoir Safia. Oui, bonsoir. Donc j'ai essayé d'être attentif par rapport à toute la pertinence de Agnès Verdier-Molinier et de Luc Ferry, il me semble, c'est bien ça ? Luc-Éric Krief. Il n'a pas été ministre de l'Éducation, mais il est très bien. Oui, tant mieux pour les... Non, mais on va aller droit dans le dur. Oui, effectivement. En plus, il est poète. Ah, ça c'est admirable. Donc j'étais en train de dire que par rapport aux perspectives, moi je me projette plus dans une vision 2022-2027 où est-ce qu'on entre dans une économie de guerre, parce qu'on va avoir naturellement l'effet boomerang du fait des hydrocarbures, du gaz qu'on n'a pas. Et par rapport aux énergies de matières premières, là encore on est bloqué. Et donc par rapport à toutes ces perspective des chocs inflationnistes qui vont bombarder, je voyais pas très bien l'angle mort sur lequel elle nous a retranché Agnès Verdier-Molinier en parlant de baisse d'impôts, alors qu'on est dans une fuite en avant où est-ce que les bourses et les marchés financiers flanchent lourdement. Si vous jetez le coup d'œil sur le compteur... Ça avait baissé, oui. Ouais, avant de remonter un peu, mais ça avait bien baissé. Ouais, c'est en effet yo-yo, et puis après, moi, je me place dans une perspective de blackout.
Et justement, je vous donne une info, Safia. C'est une info qui est tombée il y a quelques minutes. Pour l'INSEE, l'inflation va miner le pouvoir d'achat et gréver la croissance. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Alors, si vous voulez, Safia, on va faire réagir Luc-Éric Krief parce qu'il est président du syndicat, porte-parole du syndicat Plast Alliance. Le plastique, c'est du pétrole. Comment ça se passe pour vous ? C'est une augmentation forcément, à partir du moment où le pétrole augmente. Mais vous arrivez à travailler ou pas encore ? Alors c'est de plus en plus compliqué, c'est-à-dire qu'en fait quand on a des industries de production, on est sur des contrats pluriannuels et on ne peut pas impacter directement des augmentations tarifaires. C'est vrai dans l'automobile, c'est vrai dans le ferroviaire, c'est vrai dans un certain nombre de secteurs, même le médical, c'est très compliqué d'impacter les augmentations tarifaires. Juste, je vais répondre Safia par rapport à ce que disait Agnès tout à l'heure, au niveau de la baisse d'impôts. Quand on baisse les impôts, on donne plus de pouvoir d'achat. Et si on donne plus de pouvoir d'achat, effectivement, on est capable d'acheter. Donc ça a un effet tampon au niveau de l'inflation. Le seul problème, et là où vous avez raison, c'est qu'il y a une spéculation relativement en bourse avec des prises à la fois de bénéfices qui sont faites et des gens qui se positionnent à découvert. Donc le problème, c'est qu'au niveau du marché, on a des gens qui travaillent beaucoup à découvert et qui s'engagent et que ça a tendance malheureusement à faire ces effets yo-yo. Et ça, c'est assez inquiétant. Merci beaucoup, Safia de La Courneuve. Verdict sur Twitter, le grand débat. Plan de résilience pour les entreprises. A-t-on les moyens de continuer avec le quoi qu'il en coûte ? Et vous êtes 94,1% à dire non.